Jérôme Chouchan, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en novembre 2022, nous sortons de 2 ans et demi d'une période un peu étrange de Covid pendant laquelle l'économie mondiale, et moins la japonaise d'ailleurs, ont été un peu en état de basse intensité, on va dire. Quel consommateur sort au Japon de cette période ? Il y a une envie de consommer, on le voit notamment là depuis 3 mois. Le consommateur est resté chez lui, a consommé chez lui, et maintenant il a envie de consommer dehors. Il sort de nouveau dans la ville, il va de nouveau dans les restaurants, il rencontre de nouveau les gens en amenant des cadeaux. Donc je pense qu'il y a une volonté de consommer de manière plus sociale. Est-ce qu'il a changé ses achats? Est-ce qu'il se concentre de plus en plus vers l'expérience plutôt que l'objet? Est-ce qu'il va vers des choses peut-être plus chères mais avec plus de valeur que des choses de masse? Comment il évolue? Est-ce qu'il est plus frugal? Est-ce qu'il fait plus attention? Est-ce qu'il prend plus de temps avant d'acheter? Alors pendant le Covid, on a vu une grande croissance des produits de luxe parce que les gens dépensaient moins en voyage et donc ils pouvaient dépenser plus dans des objets chers. Maintenant qu'on entre dans le post-Covid, je pense qu'on revient dans une consommation plus classique et surtout liée au besoin d'avoir des interactions sociales. Je pense que le côté qualitatif est toujours là. Il n'y a pas de remise en cause du côté qualitatif. Par contre, l'endroit où on va faire son shopping, je pense que le Covid a accéléré ce que nous on appelle l'omnichannel, c'est-à-dire on achète où l'on est et dans des canaux quels qu'ils soient. Donc c'est plus uniquement le grand magasin uniquement ou uniquement la boutique. Non, c'est anytime, anywhere. Donc je pense qu'il y a une omnichannel qui se développe. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, les acteurs du trade, c'est-à-dire les intervenants, les intermédiaires, étaient toujours dans une volonté d'exclusivité. Je vends votre produit, je vends votre marque uniquement chez moi, n'allez pas chez le concurrent. Mais on s'aperçoit que le consommateur japonais, lui, c'est le produit qu'il veut et le channel, le canal de distribution est juste un outil et il ne définit pas la valeur du produit ou de la marque. Donc là, je pense que le Covid a accéléré cette tendance où on peut acheter du online, du offline, du grand magasin, du boutique, du supermarché. Ça devient beaucoup plus ouvert. Donc peu importe où on est peut être dans un combini, on peut être dans un grand magasin. Tant que le produit a cette attractivité, il trouvera preneur. Voilà, exactement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut alors, du coup soigner beaucoup plus l'accueil en magasin, la partie personnelle? Moi je suis très frappé du caractère mécanique du service, devient presque pénible au Japon. On recherche maintenant une expérience personnelle, un contact intime avec quelqu'un où on passe plus de temps agréable avec un chauffeur de taxi avec qui on discute qu'avec juste un service d'aller d'un point A à un point B. Est-ce que ça devient très important cette expérience? Alors là, le Japon qui était quand même a subi pas mal de training, de programmes de formation selon des manuels. Irashaimase, etc., etc. Maintenant, comme tu le dis, on a envie de quelque chose de plus humain, de plus personnel. Mais ça, je pense que c'est aux entreprises de dire vous pouvez communiquer tel que vous êtes, Jibunrashi. Vous pouvez. C'est un nouveau nom. C'est-à-dire, pour connecter, créer une connexion, c'est pas par le manuel uniquement, il faut aussi donner un peu de soi-même. Mais jusqu'à maintenant, c'était pas dans les façons de communiquer ou les programmes de formation des marques ou même des sociétés. C'était vraiment standardisé. Et je pense qu'en donnant un peu de liberté au personnel de vente ou de service, pour s'exprimer de manière un peu plus, je dirais, off-manuel, tout en respectant les règles quand même de bienséance, je pense que là, ça va faire la différence. Et en effet, on voit qu'un sourire, qu'une bonne parole, que partager un élément personnel avec un client, tout de suite, ça crée le contact émotionnel qui bien sûr va être clé et de plus en plus dans les boutiques. Mais j'imagine que c'est très dur d'apprendre aux gens à être soi en fait, de leur dire soyez vous-même, soyez comme vous êtes, comme vous avez envie. C'est très difficile, notamment dans une société très comme ça structurée, cadrée.
Oui, mais on a tous envie d'être nous-mêmes, si je peux me permettre. Donc, je pense que c'est un besoin qui transcende. Mais il faut en effet libérer ça, c'est-à-dire dire, c'est OK, vous pouvez parler d'un exemple qui vous est personnel, vous avez le droit de dire ce que vous avez fait, un film qui vous a plu, ou ce qui s'est passé pendant le week-end, et c'est comme ça que vous allez connecter avec votre client, et si la connexion émotionnelle se fait, le rapport devient beaucoup plus naturel. Je pense que c'est plutôt de permettre ça. D'accord. Donc on va passer peut-être des programmes de formation ultra standardisés avec, comme tu le disais, un peu plus d'émotionnel. Et donc à la fin, ça devient plus d'expérience et plus de connexion émotionnelle. Et justement sur Internet, enfin, on avait l'habitude, sur la vente par Internet, on a l'habitude de consommateurs japonais très à la recherche du détail, des spécificités du produit. On a des sites web souvent surchargés d'informations. Est-ce qu'on voit aussi est-ce qu'on peut faire progresser des sites vers justement un truc plus émotionnel, plus esthétique peut-être plus... Oui, alors ça va progresser. Il y en a même qui commencent le métaverse. Donc on parle d'un produit, on parle de son histoire, on parle même de la région d'où il vient, donc des petits ses ingrédients. Voilà. Donc il y a deux types de shopping sur l'e-commerce. Il y a ce que j'appelle convenience, c'est-à-dire il faut que ce soit vite et immédiat, et l'autre où on veut un peu s'informer, apprendre quelque chose et plus éducatif. D'accord. D'accord. Mais est-ce qu'on voit une évolution dans l'interface sur Internet, enfin la vente est-ce que les sites se simplifient par exemple? Est-ce qu'ils sont plus émotionnels justement qu'analytiques? Oui, et ce que l'on voit aussi, c'est l'importance du visuel. Bon, c'est-à-dire comment rendre un produit désirable par la photo. Bon, et moi, dans mon métier, quel chocolat, dans le food, le produit, les couleurs, l'appétit qu'il déclenche est clé. Et maintenant qu'on est dans une société où Instagram, on échange entre nous les photos, ça devient phénoménal. C'est-à-dire que plus que l'explication, c'est visuellement, est-ce que le produit est désirable. Donc, et c'est pas surprenant parce que le japonais est quelqu'un de très visuel, de par la culture. Donc là, les sites qui deviennent visuellement attractifs sont ceux qui gagnent. Alors, il y a une tendance évidemment à laquelle n'échappe pas le Japon, il y a une inflation qui est quand même moins forte qu'ailleurs, mais qui se combine avec une baisse du yen qui pénalise les importateurs. Est-ce qu'il y a 2-3 manières de réagir à ces deux phénomènes quand on est dans la distribution de luxe comment on réagit à une chose pareille? Alors, il y a deux perspectives. L'une, si on est une marque de premium comme Godiva, on a ce qu'on appelle un pricing power. On vend à nos clients et si on augmente nos prix, nos clients généralement nous suivent. Donc je dirais que tout le secteur des produits de luxe ont cet avantage parce qu'on n'est pas dans un business de commodité. La deuxième perspective, c'est ceux qui sont dans du B2B, c'est-à-dire qui sont des suppliers, qui vendent à des wholesalers. Là, il y a une concurrence terrible où chaque maillon de la chaîne doit prendre sa marge. Et je dirais une société, par exemple française ou étrangère, qui importe et va faire une augmentation de prix mécanique, taux de change plus coût de l'inflation en Europe, risque de perdre son client qui, lui, va à ce moment-là presque oublier la qualité et chercher un prix meilleur. Et là, les sociétés japonaises vont se ruer et avec des marges très faibles. Et là, on peut perdre un client qu'on avait pendant longtemps. Donc, je crois que quand on est dans le B2B, il faut être prudent. Pour mon propre business chez Godiva, où on est très prudent, c'est ce que j'appelle le prix juste, le just price. C'est-à-dire quand on fait un cadeau, on dit « je veux dépenser 1000 yens ». Et si jamais notre prix est à 1100 yens, on est off-chart. Voilà. Ou je veux 2000 yens, c'est-à-dire un chiffre qui tombe rond. Donc là, ça veut dire qu'on est obligé de réorganiser notre supply chain, peut-être d'avoir des boîtes plus petites ou différents assortiments pour atteindre ce prix juste. Mais une fois on l'avait fait, on a été au-delà de ce prix juste, on a eu une perte
très importante sur cette... Beaucoup plus forte que la hausse, quoi. Voilà, donc la hausse des prix, elle doit être faite avec quand même un planning et une étude vraiment approfondie. Jérôme, merci beaucoup. Merci à toi, merci.